Bonjour, alors déjà merci de nous recevoir parce que c'est vrai que très peu nous ont donné la parole suite à notre victoire au Conseil d'État. Donc moi je préside l'association Covid Long Solidarité qui a été fondée en 2023, en mars 2023 exactement. Donc qu'est-ce qui m'a donné l'impulsion d'ouvrir cette association déjà pour commencer? Donc, je suis malade depuis 2020, depuis mars 2020. J'ai vécu une très grosse errance médicale avec des suspicions de diagnostic à n'en plus pouvoir, tous aussi effrayants les uns que les autres. Au niveau du parcours de soins, donc ça a été très compliqué parce que bon, j'étais face à mon médecin qui était à l'écoute, hein, mais qui se sentait impuissant. J'ai fini par obtenir à la finale un diagnostic en 2021 à la suite d'examens répétés, d'errance en milieu hospitalier. Et donc, j'ai fait le choix de monter un groupe sur les réseaux sociaux pour organiser un petit peu le parcours médical des patients dans la région PACA. À la suite de ça, bon, beaucoup nous ont rejoints. Et puis, en juin 2021, j'ai fait la connaissance de Géraldine, une malade du Covid long aussi, depuis 2020 également, qui cherchait des solutions pour une amie à elle qui était de la région PACA. Et malheureusement, bon, je suis arrivée trop tard. Et le lendemain, cette dame partait en Suisse pour faire une euthanasie, un suicide assisté. En raison de ses souffrances liées au Covid long et le manque de moyens thérapeutiques. Donc, à la suite de ça, on s'est monté en collectif pour pouvoir aider les autres patients qui souffraient également du Covid long, que les médecins ne croyaient pas parce qu'ils étaient psychosomatisés à mort. Hein. Et puis bon, je m'étais jurée de faire quelque chose et c'est ce qui a donné naissance à cette association. Alors, la dernière victoire, c'est une affaire que nous avons portée, l'association Covid Long Solidarité, aux côtés de Maître Théron Kérodren, qui est ici présente. Et donc, en 2022, le parrain de notre association, Michel Zumkeller, a fait voter une loi à l'Assemblée nationale qui a été votée à l'unanimité, qui aurait permis donc un recensement du nombre de malades. Parce que les dernières données qui ont été arrêtées en 2022 par Santé publique France énuméraient 2 millions de personnes touchées par le Covid long, sans compter les enfants, sans compter les Covid long gériatriques. Donc 2 ans plus tard, en juin 2024, on a pris la décision, sous les conseils de notre parrain, de saisir le Premier ministre, en fait, hein, pour l'enjoindre à édicter les décrets d'application. On est resté sans réponse et donc notre avocate a porté l'affaire au Conseil d'État. Donc là, on a reçu la réponse le 1er juillet et donc on a obtenu la victoire. Sous 12 mois, le gouvernement est obligé, en fait, hein, de prendre le décret d'application pour faire appliquer cette loi Covid. Maître, vous, qu'est-ce que ça représente, cette loi? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur c'est quand même un grand mouvement sur cette reconnaissance. Oui, ce que je dirais pour ma part, c'est que j'avais en plus vécu ça de l'intérieur auprès de Michel Zumkeller, le député du territoire de Belfort, qui est l'auteur de cette loi, de cette proposition de loi, puisque j'étais également son assistante parlementaire à ce moment-là. Ce que j'avais vu, c'est qu'effectivement, cette loi permettait de concrétiser finalement toute la mobilisation des malades qui, malgré tous leurs symptômes et toutes les difficultés rencontrées, avaient essayé de se mobiliser, notamment sur les réseaux sociaux, pour parler de leur maladie et des besoins qu'ils souhaitaient exprimer au travers de cette plateforme. Michel Zumkeller a alors mobilisé toute la machine de l'Assemblée nationale, a su convaincre à l'unanimité de promulguer cette loi. Et donc, c'était comme un succès finalement des malades sur le gouvernement, mais on s'est vite rendu compte que ce succès, en fait, n'était pas efficient puisque le gouvernement, très rapidement,
a plongé les malades dans ce déni, dans cette attente interminable qui en fait n'avait qu'une volonté, c'était de les passer sous silence. Hein. Le but, c'était finalement de se dire attendez encore un petit peu, on va faire quelque chose, une plateforme, et puis au fil du temps et des années, on se rend compte qu'ils ont fait des petites choses, des mesurettes, mais rien qui ne ressemblait à la plateforme, et le mal était toujours aussi profond, et il fallait vraiment agir. Il fallait agir au bout de 3 ans. Qu'on comprenne les fondamentaux de cette maladie, les symptômes, voilà, qui sont parfois mal compris. Est-ce que certains disent que rejettent en disant que c'est le mal du siècle aujourd'hui avec le travail qui nous met en pré-burnout. Certains disent que non, ça survient après le Covid et c'est du Covid qui n'arrive pas à récupérer. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Quel regard vous portez dessus? Alors oui, effectivement, ouais, il y en a beaucoup qui parmi le corps médical, beaucoup ont pu faire passer ça pour du stress psychosomatique, pour des burn-out, etc. Donc, en réalité, l'un n'empêche pas l'autre en soi, mais alors le Covid long, ce sont des symptômes qui perdurent ou alors qui se déclenchent quelques semaines après l'infection aiguë initiale. Ils peuvent arriver par vagues, ils sont fluctuants pour la plupart, mais ils peuvent aussi aller en dégradation de manière permanente à partir du moment de l'infection aiguë. Donc, ça peut se traduire par de la tachycardie, par des troubles digestifs et des gros problèmes d'alimentation. Il y a de la dyspnée, effectivement, il y a de la fatigue, mais pas que, et je le souligne. Il y a des problèmes de microcaillots, il y a des problèmes de dysimmunité, il y a des problèmes neurologiques, il y a des problèmes musculaires, des problèmes articulaires, des problèmes ORL, des problèmes de la vision. En fait, c'est vraiment une multitude de symptômes qui arrivent après l'infection initiale. Il y a le brouillard cérébral qui est très bien connu dans la communauté Covid long également. Et qui ne partent pas. Ce sont des symptômes qui ne s'en vont pas, même avec du repos. Vous avez beau vous reposer, vous ne récupérerez pas de votre journée parce que vous avez passé une nuit de sommeil de 8 heures. Il y a de l'essoufflement aussi. Enfin voilà, c'est vraiment une multitude de symptômes. Il peut y avoir des myocardites, des péricardites chroniques. Il peut y avoir, moi, dans mon cas personnel, il y a également un gros problème de fixation des vitamines et notamment la vitamine C. Donc, j'ai fait un scorbut en 2022, la fameuse maladie des marins qui était soi-disant disparue en France. Et depuis, je suis en ascorbémie profonde. Donc, tous les mois, j'ai 5 jours de perfusion de vitamine C. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très vaste. Et c'est des symptômes qui sont extrêmement invalidants, handicapants et qui ne sont généralement pas objectivés par les examens médicaux en dehors des hypométabolismes qui peuvent éventuellement permettre le diagnostic parce qu'on retrouve des hypométabolismes cérébraux au TEP scan. D'accord. Et du coup, comment est-ce qu'on sait à partir de cela que ça vient bien du Covid et pas d'autres cas? En général, ça se traduit à la suite d'une infection aiguë, qu'elle ait été symptomatique ou non, peu importe. Et majoritairement, je dirais même que ce sont des personnes qui ont eu le moins de symptômes qui développent bien souvent un Covid long. Et en fait, ils s'en aperçoivent parce que à la suite de l'infection aiguë, ils commencent à avoir un brouillard cérébral, des difficultés de mémorisation, perte du mot, fatigue, ils ont tendance à avoir des extrasystoles ou alors de la tachycardie, un essoufflement, des douleurs dans les jambes et c'est à la suite de ça en fait mais aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas de marqueur biologique pour permettre de poser de suite le diagnostic du Covid long et elle est là la grosse problématique et les associations de patients comme les chercheurs à l'étranger essayent justement de trouver un marqueur biologique pour pouvoir faciliter, en fait, si vous voulez, le diagnostic. Parce que le diagnostic du Covid long, aujourd'hui, c'est un diagnostic par élimination. Ok, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que les médecins vont tester les maladies auto-immunes, ils vont faire des recherches sur les maladies infectieuses précédemment connues. Et une fois qu'ils ont éliminé toute cette liste, par la suite, ils vont faire la corrélation avec une infection au Covid antérieure et donc le diagnostic du Covid long sera posé. D'accord, c'est par élimination, c'est quand il ne reste rien. C'est ça, je vous laisse imaginer l'errance en fait des patients, parce que le diagnostic en général, il prend 1 an à 1 an et demi, peut-être un peu moins maintenant et encore. Et donc bon, c'est vrai que maintenant, on n'a même plus de tests PCR, en fait, si vous voulez, qui sont remboursés. Donc l'infection initiale est encore plus compliquée pour les patients à prouver. Christine, est-ce que vous voulez dire un mot? Je sais que vous êtes en train d'essayer d'avoir notre député. Oui, Michel a un problème. Il me dit je suis avec le téléphone, mais je n'arrive pas à capter la caméra et le micro. On arrivera à l'avoir sinon sur un autre entretien. Mais dites-nous, vous, qu'est-ce que ça représente pour vous, justement, ce sujet-là aujourd'hui? Je ne sais pas si vous avez entendu tout ce que Priscilla a déjà dit. Oui, et puis bon, je connais bien, surtout avec Priscilla, que j'ai rencontré. Alors moi aussi, j'ai rencontré l'errance, je suis en Haute-Savoie, je travaillais à Genève et j'ai rencontré l'errance médicale, un médecin dans le déni qui n'y croyait pas, qui ne croyait pas possible de avoir une deuxième infection, alors que je l'ai eu 2 fois en 2020 avec une hospitalisation, la deuxième fois avec une pneumopathie Covid et embolie pulmonaire. Voilà, les atteintes vasculaires, justement, dont parlait Priscilla. Et donc, très tôt, je me suis rapprochée de groupe, voilà, et j'ai rencontré Priscilla en septembre 2022, sur un événement. On s'est revus à Paris ensuite, et voilà, j'ai rejoint, et c'est ce qui m'a permis de sortir de cette errance, dans le sens où, entre malades, voilà, on dit tel médecin y croit, il prend en compte, il essaie des traitements. Donc, on avait besoin d'être entendu, surtout, et comme je disais à mon médecin traitant, j'ai besoin, je lui ai dit un jour, j'ai besoin que vous écoutiez les mots MOTS que je mets sur mes mots MAUX, parce que voilà, il y a 2 ans, il voulait, 2 ans et demi maintenant, il voulait m'hospitaliser en psychiatrie, parce que en plus je suis infirmière, donc c'est vrai que j'avais tendance quand j'étais en face de lui, je supportais pas cette forme de déni ou de mépris, voilà, donc c'est vrai que ça a été très compliqué, et c'est ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de rejoindre les communautés de malades Covid long, de toute façon, voilà. Donc Prissy, voilà, m'a sollicité, m'a demandé si j'avais envie de rejoindre, de monter dans le train avec elle, comme je dis, voilà. Et puis bon, voilà, j'ai accepté, parce que il faut que ça bouge, et ça nous donne une raison aussi, en tout cas pour moi, par rapport à mon tempérament et mon métier, ça m'a donné aussi une raison d'avancer et de tenir debout, et socialement parlant, parce qu'on perd tout, son travail, ses amis, ses collègues, on nous oublie en fait aussi, donc voilà, on tombe dans l'oubli, et puis parler du Covid long, voilà, les gens vont venir, ah ben non, t'as l'air bien, ils nous voient bien, mais bon, non, ça va pas, donc on finit par des fois ne plus en parler à ces personnes-là, parce que voilà, ça va tourner toujours autour de ça. Les gens se lassent aussi. Et puis voilà, donc le combat, moi Priscilla on est complémentaires, parce que Priscilla est assez, voilà, c'est quelqu'un de très calme, très posé, tempéré. Bon, attendez, parce que ça fait beaucoup de bruit derrière. Est-ce que ça n'embête pas votre entourage? Parce qu'on entend, ça perdure, mais c'est important d'avoir votre témoignage. Je suis désolée. Ils sont non, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, Priscilla, voilà, elle modère bien les choses. C'est vrai que moi, je suis un peu plus dans le punch, dans le combat. Voilà, donc, faut dire que j'ai mené aussi un combat, parce que bon, que ce soit en France, où moi je cotisais à la sécurité sociale, donc j'ai un double combat,
J'ai pu aussi, on a été dans l'assureur en Suisse, a été dans le déni, dans le mépris. Donc j'ai mené une bataille. Mon avocat en 2022 m'a dit, pour moi c'est peine perdue, vous n'aurez pas gain de cause. Je ne pouvais pas entendre ça, c'était pas possible pour moi. Tomber malade en soignant des malades, j'ai fait que mon travail, c'est tout. Et donc j'ai dit non, je vais aller jusqu'au bout. Il faut que je continue, il faut que. Et puis il faudra bien à un moment donné qu'il y ait une jurisprudence, quelque chose. Donc je suis arrivée au bout là, au bout. J'ai gagné au tribunal à Genève. J'ai gagné au niveau des dernières expertises en 2024, là, il y a un an. Et là maintenant, eh bien j'attends. Ça fait 7 mois, mais ils sont un petit peu longs. Mais bon, ils sont obligés de me reprendre dans mes indemnités journalières depuis avril 22. Voilà. Donc compléter ce que m'a donné l'assurance invalidité, qui est vraiment, je ne vais pas dire le chiffre par rapport à mon salaire, parce que c'est même pas 10%. Quoi. Enfin bon, Et comment vous saviez que c'était le Covid long à ce moment-là? On rappelle, donc pour le Covid long, fatigue extrême, brouillard cérébral, douleur musculaire, troubles du sommeil, palpitations, vertiges, anxiété, perte persistante du goût, de l'odorat, les troubles digestifs. C'est une liste extrêmement longue qui peut être ressortie du Covid long. Vous aviez l'air de savoir, alors vous dites que les médecins ne vous écoutaient pas, mais vous aviez cette assurance que c'était le Covid long avant d'être, que ce soit avéré. Qu'est-ce qui faisait cette confiance dans le sujet? Alors déjà, j'ai fait déjà ce que j'ai fait a été très m'a mis à terre quand même. On m'avait dit cardiologue, le médecin me disait faut minimum 6 mois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les devants. J'ai très tôt entendu parler à l'hôpital cantonal à Genève du service d'un service pour les Covid longs, justement. Donc, je suis allée pour les malades Covid. Donc, je me suis rapprochée très tôt du service du docteur Dessous. Et puis, la doctoresse Némé, qui est chef de clinique, oui, c'est ça. Donc, m'a pris en charge. C'est elle qui a pu. Je dois dire que la prise en charge à Genève a été bonne. J'avais pas à me plaindre. J'ai pu avoir un physiothérapeute. Alors, Priscilla le connaît, l'a vu en visio, Francis, qui a été extraordinaire, qui a vraiment compris très tôt, s'est intéressé à la prise en charge des malades, qui a vraiment tout compris, c'est-à-dire d'y aller par étapes, très progressivement, de ne pas aller au-delà de l'effort de la limite. Et c'est vrai que très tôt, en 2021, mai 2021, décembre, oui, à l'été 2021, voilà, la doctoresse Némé me dit au mois de mai, écoutez, ça risque de durer des semaines, on ne sait pas. Puis au mois de juillet, me dit des mois. Pour après, au mois de septembre, me dire peut-être des années. Voilà. Donc voilà, c'était posé que je rentrais dans le cadre d'un Covid long, de par les symptômes, les douleurs musculaires, vous l'avez dit, les douleurs articulaires que je n'avais pas avant. Enfin, tout ça, je ne l'avais pas avant. Cette fatigue extrême, comme je disais à mon médecin, je dis cette fatigue, je la connais pas. C'est pas la fatigue où je reste 3 nuits sans dormir. Je ne connais pas cette fatigue. C'est une fatigue qui me terrasse, qui m'écrase littéralement. Ce brouillard cognitif, qui va mieux parce que je perdais les mots quand je parlais. J'arrivais des fois pas à finir la phrase ou je finissais la phrase et tout d'un coup je me disais mais de quoi je parlais? Je ne savais plus. Mon fils qui avait 15 ans et demi à l'époque, ça a été très dur pour lui. Je me souviens qu'au bout de 3 à 4 mois, il est rentré, il me disait mais maman, tu es toujours couchée, bouge-toi, pourquoi tu vas pas faire un peu de vélo en haut et tout. Je dis je ne peux pas. Jusqu'au un jour où ça m'a fait très mal, mais bon, je n'en veux pas. Il me dit mais t'as plus envie d'aller travailler en fait. Dis-le, tu veux plus travailler. Et là j'ai même pas répondu. J'ai dit mais tu peux pas comprendre, Valentin. Donc voilà, mais petit à petit, mon mari m'a toujours accompagnée, ce qui a fait que ça, même chez le psychiatre, je le faisais rentrer, et ce qui a permis qu'il puisse aussi expliquer à Valentin ce que je vivais.
parce qu'il il y a des moments où, et Priscille, je pense elle va être d'accord, on n'a plus la force d'expliquer. Et de se justifier surtout, parce qu'il faut se justifier. Les gens nous voient, mais tu as l'air d'aller mieux. Ben non, en fait, c'est le bazar dans mon corps. Voilà. Donc, revenons, oui, parce que c'est douloureux ce que vous racontez, mais qu'on comprenne bien, c'est à l'origine, vous n'alliez pas aussi mal avant le Covid, et là où on parle de Covid long, c'est que visiblement, ces symptômes-là qui se retrouvent dans nombre de maladies, j'ai l'impression, finalement, vous découlent du Covid. C'est à partir de l'infection au Covid que derrière déroule toute cette fatigue et perte de tout le reste. Fatigue, douleur. C'est le système nerveux autonome, c'est le système nerveux central qui est touché. 9 mois après, j'ai appris que sur le PET scan qu'on m'avait fait passer, il y avait des traces de micro-hémorragie cérébrale. Donc voilà, bon, là, c'est des choses qui... Ben, c'est vrai que ça m'a fichu un coup parce que je me suis dit, mais en fait, c'est pas dans ma tête psychologiquement, mais bon, voilà, il y a bien des atteintes. En fait, ça atteint aussi, quand je parle système nerveux central, ben bon, moi j'ai été atteinte au niveau des douleurs neuropathiques, mais vraiment c'était violent, quoi. Enfin bon, je ne supportais plus le moindre trajet en voiture, les bruits, même un claquement de porte, c'était très 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 violent et agressif à l'intérieur, comme des décharges en fait. Et des décharges réelles, j'en ai eu. Mais de syndrome des engelures. Il fait 25 degrés dans la maison, je suis en train de souffler dans mes mains parce que j'ai les mains gelées, les pieds gelés. Enfin, c'est tout le sommeil, les problèmes gastro-digestifs. On ne comprend pas pourquoi pendant 3 mois, on va faire des diarrhées. Voilà, je suis désolée, c'est pas très réjouissant, mais voilà. Et personne l'explique. Le médecin lui dit, mais il me dit, bon, bah voilà, faut prendre ceci, mais non, ça fait rien. On parle des intolérances alimentaires, enfin, genre d'allergies alimentaires qui sont arrivées alors que je n'ai jamais eu d'allergie. Voilà, donc des manifestations cutanées, des démangeaisons, des réactions urticantes. Enfin, j'en oublie peut-être aussi, mais et puis ça fluctue, ça va, ça vient. Et là, à ce moment-là aussi, Priscilla m'a beaucoup aidée. Un jour, elle est venue à la maison parce qu'on a participé à une étude. Elle est venue aussi pour aller au HUG à un essai clinique, le Temelilab à Genève, dans le service du docteur Dessous. Bon, on rentrait pas dans les critères parce qu'il fallait avoir une certaine protéine. Mais et c'est vrai, quand elle est venue, bon voilà, je me rappelle, j'étais pas bien, j'étais en plein crash suite à une demi-journée de réadaptation qui a été stoppée tout de suite derrière d'ailleurs. Voilà, elle m'a aidé aussi à comprendre certains symptômes par rapport au syndrome d'activation mastocytaire, par exemple, le SAMA. Alors, je maîtrise pas trop le sujet, je sais pas trop l'expliquer. Il y a des problèmes avec l'histamine. Et c'est vrai que tout ça, j'ai pu comprendre et m'orienter et chercher et orienter le médecin et moi-même initier des consultations chez des spécialistes parce que j'ai, voilà, de discuter avec d'autres malades sur des symptômes et tout, j'ai pu comprendre que, ben oui, j'ai le même problème, il faut que j'aille, en fait, mon parcours de soins, j'ai eu mon médecin qui a tout coordonné, qui me faisait mes arrêts de travail, mes ordonnances et tout, mais en fait, mon parcours de soins, je l'ai fait toute seule. Voilà. Avec l'aide des autres malades. Maître, sur le sujet? Oui, moi j'ai été profondément touchée aussi par la détresse des malades parce que le comble finalement dans toute cette affaire, c'est que ce sont les malades constitués en association qui sont déjà dans une souffrance énorme et qui essaient de comprendre ce qui leur arrive, de gérer effectivement l'aspect médical mais aussi social de leur maladie avec parfois la perte d'emploi, l'isolement, la perte de la cellule familiale. Ce sont ces mêmes malades qui essaient d'aider d'autres malades au travers de ces associations et c'est très visible au sein de l'association Covid Long Solidarité. Et donc, c'est quelque part, je le disais là dernièrement même lors d'un colloque à l'Assemblée nationale avec ces mêmes associations, je trouve qu'elles ont
presque le statut d'aidant. C'est-à-dire qu'elles prennent sur elles constamment, nuit et jour, pour pouvoir aider, en tout cas pour pouvoir faire survivre quelques personnes qui, rongées dans le désarroi, par le désarroi et dans cette errance médicale et dans cette détresse qui les caractérise, ont besoin d'aide. Et comme tout aidant, ils ont besoin de répit. Et c'est finalement le répit que je voulais leur donner au travers de cette victoire juridictionnelle devant le Conseil d'État, parce qu'on peut quand même parler de victoire, parce qu'on l'a vu dans cette affaire, le Conseil d'État, les magistrats de l'ordre suprême administratif ont eu quelque part beaucoup plus de compréhension, d'empathie envers les malades que ne l'a eu finalement le gouvernement jusqu'à maintenant. Madame Ribeiro tout à l'heure expliquait on avait effectivement enjoint le Premier ministre de prendre le décret d'application de la loi Zoom-Keller pour qu'enfin le gouvernement produise la plateforme de référencement attendue. À l'époque, c'était Gabriel Attal, vous voyez, qui n'avait pas daigné répondre à notre demande. On est passé devant le Conseil d'État. Le gouvernement a changé. Aujourd'hui, on a Yannick Neuder et Madame Vautrin d'une autre couleur politique. Et pourtant, on l'a vu dans les différents mémoires en cours de l'instance, le discours n'a pas changé. Place au déni. Après le déni, finalement, on a eu une volonté de placer ça sous silence en disant que finalement les rares développements qu'il y a eu sur Internet permettaient finalement de couvrir le besoin des malades. Donc vous voyez, c'est un combat de tous les jours et heureusement la juridiction suprême l'a entendu et a fait droit vraiment à l'esprit du législateur de l'époque. Donc on a repris finalement la situation telle qu'elle était il y a 3 ans. Donc on a perdu même presque 4 ans, puisque c'était en 2021 à l'Assemblée nationale que les débats ont démarré. Donc 4 ans après, on se retrouve dans la même situation où enfin les malades et les associations pensent pouvoir avoir un peu de répit avec la création de cette plateforme, qui elle-même ne sera pas créée avant 12 mois, puisque c'est la décision du Conseil d'État. Et à cet égard, je voulais quand même préciser une chose, c'est que malgré tout, il faut rester très vigilant. C'est une première victoire, mais la vraie victoire sera celle de la création d'une vraie plateforme qui correspond en tout point aux besoins des malades. Et on n'y est pas. Et il faudrait pour cela que le gouvernement change un petit peu son fusil d'épaule et accepte de collaborer avec l'ensemble des associations représentatives et notamment Covid Long Solidarité pour créer une plateforme qui soit vraiment efficace. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les malades n'ont que faire que des bonnes intentions et puis des textes. Ils ont vraiment, vraiment besoin d'une solution, c'est-à-dire une reconnaissance, ils ont besoin de soins. Et ça, on sait aussi qu'évidemment, ça coûte cher. Et c'est peut-être là aussi où on voit que le gouvernement traîne des pieds parce qu'il sait pertinemment que le Covid long est une réalité à l'échelon mondial, que le Covid long touche aussi des enfants et des personnes âgées qui ne sont pas forcément recensées et que le Covid long, ce sont des ALD, ce sont des maladies qu'il faudra indemniser. Et pour des infections qui continuent de voir le jour. Ce n'est pas un problème ancien. Et je pense que c'est peut-être là aussi la clé du comportement du gouvernement qui est franchement très choquant dans cette affaire et contre lequel il faut vraiment pas se démobiliser. Comment vous interprétez justement ce regard du gouvernement? Pourquoi ne pas vouloir mettre en place vous avez évoqué le fait que ça puisse coûter beaucoup d'argent, on va dire, à l'État, mais là on parle de la santé des personnes. Est-ce que l'État a écouté les malades dans ces affaires-là? Qu'est-ce qui a fait bouger justement la loi? Là, c'est peut-être plus Madame Ribeiro qui va vous parler pour l'association Covid Long Solidarité, parce que avant de me saisir et qu'on essaie effectivement de faire plier le gouvernement par voie juridictionnelle, les associations comme celle-ci ont essayé à différents échelons auprès des parlementaires et du ministère de la Santé de faire bouger les choses. Donc, je laisse l'association s'exprimer justement là-dessus. Alors, juste avant de leur poser cette question, vous, par exemple, qui voyez ce sujet d'un œil extérieur, qui n'êtes pas directement membre ou malade, vous qui avez parlé avec les différents malades, qu'est-ce que vous ressortez? Qu'est-ce que vous voyez comme dénominateur commun à toutes ces souffrances? J'aurais tendance à dire l'isolement, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une maladie qui vous isole et qui vous prend tout.
Effectivement, vous le disiez, j'ai la chance de ne pas être malade moi-même. Et donc, je me dis que justement, je dois me battre encore plus fort parce que j'ai la capacité physique de le faire et les outils juridiques aussi. Mais j'ai l'impression que c'est une maladie qui prend tout, qui prend la vie, qui prend tous les acquis finalement et les constructions des familles, un travail stable, une reconnaissance professionnelle, une vie de famille. Même Priscilla a évoqué dernièrement une adhérente qui avait perdu la garde de sa fille, je crois, du fait de la maladie et de la mauvaise du déni du corps médical et de la justice à cet égard. Donc ça va très loin. Ça va très loin. C'est-à-dire que tout ce qui est pour vous un acquis peut vous être volé et tout tomber tout disparaître du jour au lendemain du fait d'une maladie qu'on n'attendait pas, qu'on ne comprend pas et que le malade lui-même ne comprend pas totalement. Je crois j'avais évoqué cette question avec le professeur Salmon-Serron, qui est souvent cité sur la question du Covid long, et elle me disait que, à la fois, effectivement, il y a énormément de suicides chez les malades du Covid long qui n'y voient plus de solution, à tous leurs mots, mais il y a aussi un autre sujet, c'est que d'après elle, ça crée des envies suicidaires, c'est-à-dire que la maladie elle-même est perverse et crée apparemment dans l'esprit des malades ce besoin finalement de trouver cette solution dans la mort pour pouvoir enfin échapper à cette maladie. Donc c'est vraiment quelque chose, moi je trouve que oui, c'est un sujet de santé publique, mais c'est aussi abominable et qu'on ne peut pas laisser les malades souffrir comme ça, seuls dans l'isolement. D'autant qu'on sait que ça existe. Et quand j'entends encore certains médecins qui envoient vers la psychiatrie des malades qui osent simplement essayer de poser des mots sur leur souffrance, je vous dis, c'est de la part de médecins, je trouve ça profondément choquant. Mais encore une fois, je pense que la logique financière prend le pas parfois sur certains engagements humains. Très intéressant. Priscilla, sur tout ce qui a été dit. Oui, ben je rejoins notre avocate. De toute façon, c'est une maladie qui isole, c'est une maladie qui brise des familles. Donc effectivement, on a eu le cas d'une maman qui a été accusée du syndrome de Munchausen. Donc la garde de son enfant lui a été retirée, pas parce qu'elle est malade et pas parce qu'elle s'en occupe mal, mais parce que sa petite fille est malade et que le papa n'accepte pas le traitement qui a été mis en place par des allergologues, par d'autres médecins, et il dit que la maman est folle, tout simplement, et puis que même elle souffre d'une fausse maladie, entre guillemets, parce que pour beaucoup, le Covid long, dans la généralité en fait de la population, on entend beaucoup dire que les Covid longs, c'est de la fainéantise. Voilà, donc moi, j'aimerais être atteinte de fainéantise, sauf que je suis atteinte d'une myocardite chronique, je suis atteinte d'un asthme grave, je suis atteinte d'un syndrome d'activation mastocytaire sévère, j'ai des lésions cérébrales, donc ouais, j'aimerais être fainéante en fait, juste fainéante, ça m'irait bien. Après, au niveau gouvernemental, pour en revenir là, donc les associations de patients, que ce soit la nôtre ou que ce soit les autres, donc notamment les associations après J20, il y a le collectif Winslow Santé publique, il y a Action Covid long, il y a Millions Missing, il y a l'association PIMS Covid, pardon, je perds mes mots. Il y a l'association Covid long enfant, il y a l'association SOS Covid long enfant, il y a l'association SOS Covid long. Enfin, je veux dire, voilà, des associations, il y en a plein en post-infection, j'entends. On a tous sollicité le gouvernement, on a tous demandé à ce qu'ils appliquent, déjà, premièrement, qu'ils appliquent la loi Covid long, tout simplement, pour permettre ce référencement, pour permettre une prise en charge mieux adaptée pour tous les patients. Avec des centres de soins et des centres aussi de suivi, évidemment, parce que bon, le Covid long, c'est pas une consultation une fois, il faut que ce soit formé d'une équipe pluridisciplinaire, donc cardiologue, pneumologue, neurologue, gastro-entérologue, enfin voilà, c'est très vaste. Et la seule réponse
enfin, les seules réponses qu'on arrive à obtenir, c'est nous avons créé la plateforme santé.fr. À 88%, tout le monde en est satisfait, sauf que non, c'est pas ce qu'on attend. Et tout ce que le gouvernement a mis en place, c'est une minimisation du Covid, en réalité, de son impact sur le long terme. De son impact aussi financier. On le voit aujourd'hui avec Bayrou qui annonce vouloir faire des économies de 5 milliards sur la santé. Sauf que si on commence pas déjà par la prévention, parce que le Covid long, il doit avoir une grande part de la dette sociale en matière de santé. Si on commence pas déjà par la prévention, par la formation de médecins, par la création de centres spécifiques de diagnostic, de suivi, de prise en charge, malheureusement, on va droit dans le mur, quoi. Et ils répondent à côté de la plaque, tout simplement. Ils sont à côté de la plaque. Merci Priscilla. On sait que vous avez un autre rendez-vous, donc il vous reste quelques minutes. Alors, donc, une dernière chose à dire ou sinon je redonne la parole à Christine. Non, en dehors de l'application de cette loi qui pourrait servir à des millions de malades, faciliter aussi le diagnostic chez les enfants, parce que alors ça c'est vraiment une catastrophe et je tiens à le souligner. En France, aujourd'hui, on n'a qu'une seule pédiatre qui prend en charge les enfants Covid long pédiatriques, qui se situe sur Marseille et les parents malheureusement doivent traverser la France pour faire diagnostiquer leurs enfants. Le gouvernement en aimerait aussi qu'il fasse des campagnes d'information et de prévention, qu'il y ait également une formation obligatoire du corps médical à la prise en charge du Covid long, qui remette le test PCR remboursé pour tous. Parce que si on n'arrive pas à objectiver le Covid, on n'objectivera pas le Covid long et puis derrière, il n'y aura plus de problème. Donc voilà. Vous pensez que c'est une solution de remettre les tests PCR qui ont fait beaucoup de mal, qui ont traumatisé beaucoup de personnes, rien que les tests? Disons que les tests PCR, si vous voulez, c'est un peu le seul moyen qu'on a d'objectiver l'infection aiguë. Donc, le test PCR a été prouvé. Il a été prouvé inefficace. C'est-à-dire que ça prend tellement de cycles que beaucoup de spécialistes remettent en question le test PCR en lui-même. C'est un petit peu le seul moyen qu'on a d'objectiver la maladie, dans le sens où il n'y a pas de marqueur sanguin derrière, si vous voulez. Après, vous allez avoir des personnes, et puis il y en a beaucoup qui sont dans le déni. Encore ce week-end, j'ai vu des amis, c'est juste la petite parenthèse, des collègues qui ont été infectés multiples fois au Covid, qui depuis, ils développent des extrasystoles, des crises d'angoisse, des douleurs digestives, des urticaires d'un coup, et puis qui sont dans le déni. Et en réalité, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont peut-être un Covid long léger, parce que le Covid long peut aller de la forme légère à sévère. Et puis finalement, leur maladie n'est pas objectivée, il n'y a pas de nom, donc ils font des multiples recherches, ils multiplient les examens, ils multiplient. Donc pour moi, oui, le test PCR, c'est quelque chose qui devrait être remis en place et pas seulement pour les personnes dites fragiles à risque de formes graves du Covid. Parce que derrière, en fait, si vous voulez, tout va démarrer par ce recensement du nombre de patients qui permettra après derrière à l'État de mettre des fonds pour la recherche aussi, de manière à pouvoir développer un traitement efficace pour la guérison du Covid long. Et nous, je sais que parmi nos lecteurs, c'était le test PCR. Effectivement, c'était quelque chose qui faisait bondir. Donc, je pense que ça rappelle de mauvais souvenirs à beaucoup de personnes. Ce serait intéressant, justement. Par contre, ça soulève le problème de comment est-ce que on arrive à voir qu'effectivement, c'est bien un Covid, par exemple, contrairement à une grippe ou quelque chose. Donc, il y a un vrai sujet derrière ça. C'est intéressant à débattre. C'est une problématique, parce que c'est vrai que si les personnes, elles vous disent quoi? Elles vous disent, j'ai attrapé un rhume il y a 2-3 semaines et depuis, je ne sais pas, je ne suis pas bien, j'ai des nausées, j'ai un brouillard cérébral, j'ai mal aux muscles, et puis ça ne passe pas et je suis fatiguée, je fais des insomnies. Mais bon, comment ces personnes-là seront diagnostiquées si on ne teste plus? Intéressant. Christine?
On a coupé le micro. Attendez, Christiane, je vais vous le remettre. Ça faisait un petit... il y avait des petits parasites de micro. Rebondir sur ou rajouter par rapport au PCR ce que disait Priscilla. En fait, maintenant, si nous Covid, Covid long, moi je sais que quand j'ai quelque chose, si je suis un peu en je vais chercher des tests antigéniques à la pharmacie parce que voilà, je veux aussi protéger mon entourage. Mais le PCR, c'est fait en laboratoire, c'est déjà plus fiable que l'antigénique, hein. Et aussi des personnes qui ont des symptômes, voilà, qui perdurent un mois et demi. Vous pouvez aller au laboratoire et demander une sérologie anti-S, donc savoir ce qui contacte avec le virus, voilà, et voir si vous avez développé des anticorps, c'est que forcément vous avez été en contact avec le Covid, même si c'est minime. La sérologie, tout le monde peut la faire, on n'est pas obligé de alors après, si vous voulez être remboursé, vous demandez à votre médecin. Moi, j'avais demandé à mon médecin en 2020 et il m'a dit non, c'est pas la peine. Donc voilà. Et je l'ai fait faire moi-même après. Mais voilà, il faut savoir que vous pouvez la faire par vous-même, d'aller dans un labo. Voilà, je veux faire une sérologie. Des IgG anti-S. Voilà. Là, ça mettra en évidence. Je voulais aussi rebondir sur des mots. Oui, vas-y. Je me permets juste un petit commentaire par rapport à cette fameuse sérologie. Donc ça va dans le cadre où vous avez des personnes qui séroconvertissent en fait et qui fabriquent des anticorps contre le Covid. Moi, dans mon cas, j'ai eu 7 ou 8 infections déjà et je n'ai jamais fait d'anticorps contre le Covid. Voilà, merci Priscille de la précision parce que c'est vrai que... Donc là, on a un petit souci aussi d'objectivation. Mais, et je voulais ajouter aussi par rapport aux malades. Bon, déjà dans l'assaut, nous sommes malades aussi. Et c'est vrai que nous aidons pas mal de personnes. Hein. Priscilla à son niveau, moi à mon niveau. Bon, j'ai essayé d'aider des personnes dans des dossiers de MDPH, par exemple, hein, pour faire des recours ou demander la prestation, la PCH, pour avoir des aides. Et c'est vrai que c'est très compliqué, en fait. On voit que cette loi aussi va permettre peut-être aussi de mettre ça sur la table, enfin, permettra, de toute façon, il faudra, de cette disparité qu'il y a sur le territoire, d'un département à l'autre, d'une région à l'autre. Vous êtes en Savoie, on va pas accepter. Je suis en Haute-Savoie, on va accepter mon dossier. Enfin, voilà. Il n'y a pas y a pas une uniformité, en fait. En Haute-Savoie, on a des équipes qui se déplacent à domicile, ergothérapeutes, assistants sociaux qui viennent nous voir, hein, quand on fait un dossier MDPH, qui regardent l'appartement, qui regardent suivant nos difficultés. Il y a d'autres départements où ça va se passer juste par courrier. Donc, c'est pas, il y a des inégalités, en fait, des grosses inégalités. Et ce qui fait qu'il y a des personnes qui vont être à peine capables, des fois, de se lever de leur lit, hein. Moi, j'ai eu l'exemple d'une dame pas loin de chez moi. Enfin, quand on voit qu'elle en est arrivée à ramper par terre pour aller aux toilettes, enfin, c'est inhumain, quoi. Enfin, comment on peut laisser des personnes en arriver là? C'est de la survie. C'est de la survie et il y a de la détresse. Alors, c'est insupportable par moments, d'ailleurs, d'entendre certains témoignages. Voilà. Et on absorbe ça. Et là, par rapport à l'action qui a été menée avec Amélie, on remercie Michel, hein, qui était en contact avec Priscilla et qui nous a mis en contact avec Amélie. Et c'est vrai qu'avec Priscilla, au mois de juin 24, on en a discuté. Et à un moment donné, on a fait des événements pour faire rentrer un peu d'argent dans l'association. Et on a dit, personne n'y va, il faut qu'on y aille, il faut qu'on se mouille, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on essaie, voilà. Et on a eu la chance d'avoir Amélie. Merci Amélie, je le dis haut et fort là parce que j'en ai la chair de poule, mais c'est une personne. Elle a tout de suite, on a vu, son côté empathique. Elle avait envie de nous aider et elle a compris notre détresse aussi. Donc, la détresse des malades en fait et des enfants parce que voilà, on en reparlera dans une autre visio, mais c'est dur, voilà. C'est très compliqué pour les enfants.
On a Priscilla qui vient de partir. Je ne sais pas si. Je crois il y avait eu des problèmes d'image avant. Peut-être qu'elle a eu un. En tout cas, le message est passé. Et d'ailleurs, Michel Zoom-Keller, on espère la voir dans un. On a eu des soucis de connexion là. On essaiera de la voir on refera des vidéos. On aura d'autres témoignages. Je lui ai dit par message que voilà, qu'il s'inquiète pas, qu'il aura l'occasion de pouvoir prendre la parole. Parce que bon, sans Michel, on n'aurait pas connu Amélie. Et on en serait toujours au même point aujourd'hui. Voilà. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il y a beaucoup plus aussi. On a plus d'une dizaine de témoignages, pareil, de patients et aussi de médecins qui se sont penchés là-dessus dans notre numéro, le 158, sur le Covid long. On a beaucoup de reportages sur ce sujet. Oui. Est-ce que je peux, je ne sais pas, parce que bon, dire en fait que dans la prochaine interview, où interviendront 2 médecins. Est-ce que je peux nommer les noms? Ah oui, grand plaisir. Donc, le docteur Alain Refray, qui est en médecine interne à l'hôpital Arnaud de Sang à Mougins, côté de Nice, donc qui accueille des patients Covid long toutes les semaines, 3 personnes. Alors, pour ma part, je connais parce que j'y suis allée 2 fois. Pour faire des bilans post-Covid sur 3 jours, comme ça, c'est tous les examens. On vous entend moins bien. Est-ce que vous pouvez... Il y a le micro qui a bougé, peut-être? Vous entendez un tout petit peu moins bien? Non, ça va, là, où j'ai parlé moins fort. Donc, c'est beaucoup mieux. Il fera toute une batterie, bilan sanguin complet, peut-être scan cérébral, IRM cérébral, électrocardiogramme, visite avec le cardio, enfin bon, tout un test d'effort, test cognitif, voilà. C'est formidable parce que moi, ça m'a permis en mars 23 justement aussi d'avancer. Hein. Et puis, nous aurons, alors le docteur Alain Refray qui a une association SOS Covid long et qui fait partie du comité médical de notre association. Voilà. Et nous aurons aussi, alors, moi j'étais assez contente que la professeure Dominique Salmon ait pu me répondre. Donc, elle interviendra aussi sur le côté Covid long, recherche, traitement, puisqu'elle-même, elle a une association Espoir qui, elle travaille sur la recherche et elle fait tous les ans, il y a des conférences, le Covid long Awareness, il y a des conférences à l'international. Elle y participe aussi, voilà. Donc, et c'est comme dirait le docteur Refray, c'est une pointure en France, voilà. C'est une des meilleures infectiologues de France. Voilà. Pour conclure sur la partie juridique, quelle est la suite, maître? Est-ce qu'aujourd'hui, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre au niveau juridique? Alors, la loi Zoom-Keller, qui a été promulguée donc le 24 janvier 2022, était très courte. Elle contenait juste 2 articles. Pourquoi? Parce que justement, il fallait avancer et pour avancer, il valait mieux ne pas trop prévoir et laisser davantage au gouvernement la possibilité de prévoir ce qui était réalisable. Donc, la loi Zoom-Keller a renvoyé principalement à un décret d'application qui sera pris donc par le gouvernement, décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et liberté, la CNIL, justement parce qu'il y a ce volet plateforme de référencement des personnes. Donc normalement, le gouvernement là a 12 mois pour trouver un moyen avec ses services de mettre en place cette plateforme de référencement permettant donc, alors sans doute plus aux soignants d'intégrer donc les malades dans cette plateforme, de les orienter vers un suivi médical adapté et proche de leur domicile, permettant aussi d'y trouver de l'information, permettant effectivement de mesurer progressivement l'aspect épidémiologique pour avoir un suivi épidémiologique, pas uniquement des anciennes infections, mais aussi des nouvelles, puisque malheureusement le Covid n'est pas une grippe hivernale, mais sévit toute l'année. Et donc à chaque Covid, vous risquez de contracter un Covid long après, en séquelles. Donc ça, c'est quand même une information majeure et également effectivement au vu de la situation qui sera ainsi mesurée, d'allouer les fonds nécessaires à la recherche. Parce que ça fait 3 ans, bientôt 4, de perdus sur ce volet-là également, la recherche. Et je crois justement, les médecins m'avaient expliqué qu'il fallait à peu près 10-15 ans pour trouver un remède, en tout cas pour le VIH, c'était ce qui avait été fait. Donc, 3-4 ans, c'est déjà beaucoup de perdus.
Donc, le gouvernement a 12 mois. Le but, c'est que le gouvernement avance, et je pense qu'il avancera hein, au vu de la condamnation dont il a pris conscience, mais qu'il avance avec quelque chose d'efficace. Parce que si effectivement, au bout de 12 mois, on a un décret d'application qui mène sur une plateforme qui ne peut pas être créée pour une raison, je ne sais pas, un frottement juridique ou une problématique non prévue, on ne sera pas plus avancé. Donc, le but, c'est vraiment, avec les associations de malades, d'essayer d'accompagner le plus possible le travail du ministère de la Santé et des différentes parties prenantes. Et je pense que là encore, il faut actionner le politique. Parce que, je ne vous l'ai pas dit en préambule, mais on avait recensé je crois que c'était une 50aine de questions parlementaires, de sénateurs et de députés qui demandaient hein, au gouvernement où en était cette plateforme et ce décret d'application. Donc, il y a une vraie demande. À l'Assemblée nationale, on a aussi des députés qui se sont dernièrement remobilisés autour de la question. Donc, il ne faut rien lâcher et essayer à la fois d'être attentif et d'accompagner au maximum le ministère de la Santé dans ses démarches, et ce, quelle que soit la couleur politique du gouvernement qu'on pourrait avoir aussi dans les années à venir, parce qu'on n'est plus sûr de rien désormais. Mais il ne faut pas repartir d'une page blanche. Et j'espère qu'au moins les fonctionnaires de l'État en charge du dossier assureront cette pérennité sur un sujet qui, j'en suis certaine, les touche aussi personnellement et humainement. C'est ce qu'il faut rappeler, hein. Le plus souvent, on ne comprend pas comment des sujets complètement apolitiques qui touchent toutes les catégories de citoyens, toutes les valeurs de n'importe quoi. Donc, on ne comprend pas que certains sujets soient politisés. Il faut effectivement que sur les sujets de santé, ça reste des sujets complètement apolitiques. Merci. On ne choisit pas les origines, voilà. Et pour conclure, Priscilla, vous remercie énormément. Et je voulais juste rajouter qu'on remercie aussi par leur intervention volontaire, hein, 2 associations qui ont fait une intervention volontaire auprès d'Amélie pour appuyer notre action juridique. Donc, il y avait Winslow Santé publique France et UPGCS. Et on remercie les autres associations, les médecins, Dr Refray, pour les attestations et de soutien pour ça. Voilà. Je crois que c'est tout. C'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci de nous laisser pouvoir nous exprimer. Amélie, mille merci. Voilà, encore une fois. Elle est extraordinaire. Voilà, j'en ai la chair de poule. C'est vrai que j'ai eu la larme à l'œil de temps en temps, mais ça nous a vraiment. Et puis, merci Romain. Voilà, de prendre nos témoignages. C'est un plaisir. Et malheureusement, effectivement, le manque d'écoute de la société est un problème récurrent, pas que dans la santé, et il faudrait qu'on puisse ouvrir ce sujet-là, puisque souvent c'est la cause de beaucoup de maux, comme vous avez dit, MAUX. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à la partager sur tous vos réseaux, ça nous aide beaucoup. Et il y a les 25 ans de Nexus le 5 septembre au Théâtre du Gymnase. Pardon pour la transition, mais on est obligé d'en parler un petit peu en fin de vidéo. Et donc vous pouvez prendre vos places sur nexus.fr. À très bientôt et on suivra de très près ce sujet-là. Au revoir. Merci.